Okay, so welcome to the first WIP seminar, Work in Progress seminar of the CEFISES of the year 2025-2026. Today we have the honor and privilege to listen to Florian Mario. Florian Mario, that will give a talk called Special Relativity from a Meteorological Point of View, a Defense of External Relativism. And I'm already saying to you that exceptionally the seminar will be given in French, but all the slides are in English. Florian, you have the floor. Merci. Donc je suis ravi, c'est la première fois en 8 ans que j'ai une conférence au CEFISES. Donc c'est très bien, du beau tard. Mais non, c'est vrai, c'est la première fois. La présentation d'aujourd'hui va être un peu bizarre, déjà parce que je vais parler en français, donc je m'en excuse, mais toutes les slides sont en anglais. Et je m'excuse d'une seconde chose, c'est que c'est basé sur un article qui est déjà publié, donc ça fait que c'est pas vraiment un WIP. J'ai publié en anglais l'an dernier, mais j'ai pris l'occasion de ce WIP pour représenter un peu les choses, parce que je voudrais retravailler sur la suite de l'article, puisque l'article s'appelait partie 1, et donc j'aimerais travailler sur la partie 2 à l'avenir. Donc en résumé, ça c'est le résumé de l'article, ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de présenter, c'est prendre comme prétexte le cas de la relativité restreinte dans des questions de philosophie du temps, et notamment un problème avec un argument très classique en philosophie du temps, qui est l'argument de Putnam, qui consiste à dire que si la relation de simultanéité en relativité restreinte n'est pas transitive, alors les choses passées, présentes et futures existent de la même manière. Donc c'est un argument en faveur de l'éternalisme. Mais avant ça, je vais revenir sur une taxonomie des différentes positions en philosophie du temps, et notamment avec la relativité restreinte, que l'on doit à Kit Fine. Donc si je me souviens bien, on avait lu cet article de Kit Fine lors d'un groupe de lecture il y a quelques années. Donc je vais répéter un petit peu les choses qui sont défendues dans un article de 2005 de Kit Fine. Donc Kit Fine propose sa propre version de l'argument de McTaggart. Donc l'argument de McTaggart, comme vous le savez, dans tous les manuels de philosophie du temps, c'est chapitre 1, McTaggart 1908, l'irréalité du temps. Et c'est tellement prestigieux le nombre d'arguments de McTaggart en philosophie du temps que les gens en inventent de nouveaux. Notamment Maudlin et Herman ont une grande discussion sur le McTaggart moderne, qui n'a rien à voir, ou presque, avec le McTaggart originel. Et Kit Fine fait exactement la même chose. Il propose un paradoxe de McTaggart qui n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec l'argument initial de McTaggart en 1908. Donc l'argument le paradoxe de McTaggart selon Kit Fine, c'est de montrer qu'on a en gros trois intuitions par rapport au temps, et notamment aux énoncés tensés, comme je suis ici dans la salle, je serai au beer bar dans quelques heures, j'étais dans le train ce matin. Donc il y a quatre thèses qui sont assez intuitives. La première, c'est la thèse du réalisme, qui nous dit que la réalité est composée de faits tensés, comme les faits que je viens de mentionner. Deuxièmement, l'intuition de neutralité, c'est-à-dire qu'aucun temps n'est privilégié. Qu'un instant soit un instant présent, passé ou futur, il n'y a pas de raison particulière de dire que l'un existe et pas l'autre, donc tous les temps existent, pas de temps à privilégier. L'absolutisme, qui est l'idée que la réalité, que ce qui compose la réalité n'est pas relatif. Si un fait compose la réalité, il le compose dans tous les référentiels et pour tout le monde. Et dernièrement, le principe de cohérence selon lequel la réalité est cohérente. On n'a pas d'effets contradictoires, etc. L'idée du paradoxe de McTaggart, comme le compte de Kit Fine, c'est que si on accepte les quatre intuitions, alors ça nous amène à des contradictions. Par exemple, si j'accepte les quatre et que je dis je suis debout, enfin, c'est éventuellement faux, mais c'était vrai il y a 5 minutes, je suis assis, et qu'on considère qu'être assis et debout sont incompatibles les uns avec les autres, ces faits tensés constituent aussi bien la réalité, donc on aurait des faits tensés contradictoires. Florian est debout et assis à la fois. Donc les philosophes seraient contraints d'abandonner l'une ou l'autre des quatre intuitions du paradoxe de McTaggart. La voie la plus simple, c'est celle qui est choisie par tous les présentistes, c'est
d'abandonner le principe de neutralité, de dire qu'il y a un temps qui est privilégié, le temps présent, et ce qui vaut de la réalité, c'est simplement ce qui vaut à cet instant présent. Donc, tous les faits tensés sont indexés au présent. Par exemple, je ne peux pas dire Socrate est vivant, c'est un fait qui ne constitue pas la réalité. Par contre, Socrate était vivant, c'est bien un fait tensé qui appartient à la réalité pour les présentistes. Mais il y a aussi d'autres formes non standards de présentisme qui vont garder le principe de neutralité et attaquer les principes d'absolutisme et de cohérence. Bien sûr, on a aussi une autre position qui est la position un peu favorite de la plupart dans une grande partie des philosophes du temps, c'est d'abandonner le principe de réalisme et de dire que la réalité n'est pas composée de faits tensés, mais de faits atemporels. C'est la vue, on va dire, éternaliste. L'intérêt du papier de McTaggart, c'est donc d'attirer l'attention sur les présentismes non standards qui acceptent le principe de neutralité, donc il n'y a pas de temps privilégié, mais ils vont attaquer soit l'idée que la réalité, ce qui est réel, est absolument réel, soit l'idée que la réalité est cohérente. Donc ils proposent une taxonomie, tout simplement. L'antiréalisme, ou l'éternalisme, par exemple, va rejeter le réalisme. Le réalisme standard, le présentisme, va rejeter le principe de neutralité. Et le relativisme externe, lui, va refuser que ce qui constitue la réalité la constitue absolument. Donc les faits, les claims d'existence seront relatifs. Si on prend le cadre de la relativité restreinte, ils seront relatifs au référentiel choisi. Et l'option fragmentaliste, qui consiste à dire que la réalité est en fait incohérente, fondamentalement, et donc il y a plusieurs réalités, sous-réalités d'une manière qui sont cohérentes, mais la réalité entière est incohérente. Donc il classe dans son livre voilà, les différentes options par une sorte de hiérarchie de discussion. Soit vous êtes réaliste, soit vous êtes anti-réaliste. Si vous avez choisi le réalisme, ensuite vous devez vous discuter est-ce que vous êtes réaliste standard ou réaliste non standard, etc. On a quand même une sorte de relation, une priorité lexicale dans les discussions. D'abord opposition réaliste, non réalisme, standard, non standard, relativisme, enfin fragmentaliste. Donc je vais discuter un petit peu des distinctions au cours de conférence entre fragmentalisme et relativisme, tout en vous prévenant tout de suite que moi mon but ça va être de défendre le relativisme. Donc je ne vais pas défendre plus que ça le fragmentalisme. Donc si on prend la discussion d'un point de vue méta-ontologique, on a des positions qu'on peut qualifier de monistes et des positions qu'on peut qualifier de pluralistes. La position moniste, c'est l'idée de dire soit seul le présent existe, soit tous les temps existent, donc l'antiréalisme standard et le réalisme standard. Et des versions pluralistes qui nous disent soit que l'existence est relativisée, ce qui existe dépend du référentiel, donc l'existence n'est pas invariante. Donc ça c'est la position externaliste, ou la position fragmentaliste qui nous dit qu'il n'y a pas une réalité absolue qui serait non cohérente, mais la réalité est fragmentée entre plusieurs parties maximalement cohérentes. Donc l'existence ici, le sens de l'existence n'est pas relativisé mais pluralisé. Dernièrement, la position fragmentaliste a connu une résurgence, notamment dans le livre Fragmenting Reality de Iaquinto et Torengo, qui défendent sur 200 pages la position fragmentaliste, de manière un peu différente que la version originale de Quine. Mais ces positions relativistes et fragmentalistes, on peut aussi les découvrir chez un autre philosophe, comme tout le monde le sait, j'aime beaucoup, chez Richard Routley, qui dans 1980, dans son grand livre sur Menong, défend plutôt une version du relativisme, parce qu'il y a tout un chapitre dévolu à la philosophie du temps. Et dans son dernier livre, Transcendental Metaphysics, il semblerait aller vers une position qui est assez proche de celle de Kit Fine, en disant, c'est ce que défend Richard Routley, qu'il y a plusieurs mondes actuels. Donc, il y a une sorte de parallèle que moi je trouve assez intéressant d'un point de vue histoire de la philosophie, c'est que les deux positions non standards discriminées par Kit Fine dans son article, on retrouve des positions qui les rappellent assez similaires dans deux phases de la philosophie de Richard Routley. Donc c'est assez intéressant et ça me permet de défendre un point de vue historiographique qui est parfois attaqué, de dire que de toute façon Kit Fine en fait est un ménongien, un crypto-ménongien comme on l'avait dit lorsqu'on avait lu les différents textes de Kit Fine il y a quelques heures. Ça je passe. Donc je vais me concentrer pour défendre le relativisme externe sur le problème lié à la relativité restreinte et à l'argument très connu de Putnam, mais qu'on trouve aussi ailleurs, qui consiste à dire que si la relation de simultanéité n'est pas transitive, alors
on arriverait, si on... donc l'argument de Putnam cherche à montrer que si on prend au sérieux la relativité restreinte et la non-transitivité de la simultanéité, on arriverait finalement à la conclusion qu'on ne peut pas dire que seules les choses qui existent sont les choses présentes ou les choses qui sont présentes dans mon référentiel. Mais on doit accepter que les choses passées ou les choses futures, les choses qui sont présentes dans d'autres référentiels, sont également présentes pour moi. Donc l'argument, je vais pas le discuter en long et en travers, parce que ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la prémisse 5. J'attire l'attention d'un point de vue biographie. Là, je me base sur le résumé de l'argument chez Peter Thiessen dans sa thèse, qui est remarquable, et sur l'argument de Putnam et les arguments similaires. Il y consacre 70 pages. Donc il voit toutes les options, parce qu'il y a plein de solutions pour contrer l'argument de Putnam, plein de solutions présentistes standards, on va dire. Il y a des solutions où on reformule la relativité restreinte aussi. Donc toutes les options alternatives sont discutées en long et en travers par Thiessen. Et le point intéressant, c'est qu'à la page 70, donc à la fin de ces 70 pages d'analyse, il en conclut que le problème, c'est la prémisse 5, et c'est justement la prémisse 5 que je vais discuter aujourd'hui. Donc la prémisse 5, elle nous dit que si une chose présentement existe pour un référentiel, et une autre chose existe pour un autre référentiel, alors cette dernière chose existe pour le premier référentiel, compte tenu que le référentiel Y et X sont eux-mêmes, on va dire, coprésents. Donc l'argument de Putnam se base sur une intuition qui est de dire que quand bien même la relation de simultanéité serait transitive en relativité restreinte, ce n'est pas le cas des claims d'existence. Quand je dis qu'une chose existe, je ne peux pas relativiser. Autrement dit, la non-transitivité de la simultanéité en relativité restreinte n'implique pas la non-transitivité des claims d'existence. Chez Putnam, c'est l'argument il n'y a pas d'observateur privilégié, qui consiste à dire que la relation exister présentement pour ou être règle pour est transitive. Pourquoi est-ce qu'elle est transitive? Putnam ne nous le dit pas, il dit juste voilà, je me base sur cette prémisse, comme tous les arguments similaires, et il construit leur argument ensuite. En fait, et le point, c'est que si on enlève cette prémisse, l'idée que, en fait, des claims d'existence, quand je dis que X existe pour tel référentiel inertiel, je ne veux pas dire forcément qu'il existe pour un autre référentiel. Les choses qui existent dans un référentiel peuvent ne pas exister dans d'autres référentiels. Ben, dans ces cas-là, je récupère quelque chose qui pourrait être assez intuitif, c'est-à-dire que si la relation de simultanéité n'est pas transitive et si le temps est local en relativité restreinte, alors on pourra en déduire directement que l'existence elle aussi est locale. Ça ne paraît pas complètement délirant de prendre au sérieux la théorie relativiste et de dire bon si ça nous parle de localité ou de non-transitivité et que la relation de simultanéité n'est pas transitive, alors l'existence elle-même pourrait être locale. Donc c'est ce point de vue que je vais défendre qui correspond donc à les relativismes externes de Kitfai. C'est bizarrement cette prémisse-là, c'est la prémisse qui est quand même la moins discutée dans les argumentations. Si vous prenez des manuels de philosophie du temps, des Cambridge Companion, etc. Généralement, on attaque d'autres parties de l'argument et pas celle-ci. Pourquoi ? Parce que rapidement, les gens se sont rendus compte que finalement, si on est dit que ce qui existe, c'est ce qui est présent, que ce qui est présent à moi, c'est ce qui m'est simultané, et que ce qui m'est simultané, la simultanéité n'est pas transitive, alors on pourrait arriver rapidement à l'idée que l'existence elle-même est relative. Mais beaucoup de philosophes, dès qu'ils voient cet horizon, on va dire, conceptuel, tout de suite se stoppent et font des claims assez forts, comme Gödel, dans son article de 1949 sur la relativité restreinte, qui nous dit que le concept d'existence ne peut pas être relativisé sans détruire sa signification complètement. Et ce qui est important, je ne vais pas tous les lire, mais ce que j'ai souligné en rouge, c'est qu'on retrouve ça chez Dorato dans un calendar, qui est le gros livre aussi, l'introduction à la philosophie du temps. Tous nous disent que si on accepte que l'existence est relativisée, parce que la théorie de la relativité restreinte est une théorie relativiste, alors c'est du non-sens, ça attaque la signification même de ce que c'est l'existence. Donc l'argument pour défendre la prémisse 5 de l'argument de Putnam, l'idée qu'il n'y a pas d'observateur privilégié, c'est l'idée que ça serait absurde de rejeter cette prémisse, parce qu'on attaquerait la signification même du concept d'existence.
D'où l'idée, dans cette présentation, de faire de la méta-ontologie, c'est-à-dire de dire, observons, regardons si le sens de l'existence est bien ou non, interdit ou non sa relativisation. Et bien sûr, ce que je vais défendre, c'est que non. Donc, la question méta-ontologique qui est posée pour défendre ou attaquer la prémisse de l'argument de Putnam, c'est quelle est la signification de l'existence. Là, on retrouve une petite idée. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui défendent l'argument de Putnam, généralement prennent la notion d'existence, de réalité, ou d'être réel, ou d'exister, ou d'être un être, comme étant des propriétés primitives et fondamentales, et donc, généralement, ils ne prennent pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire. De même, ceux qui ont tendance à favoriser la relativisation de l'existence, il y a plusieurs personnes qui discutent un peu en longueur cette thèse, comme Sklar, Incliffe, Routelet, etc. Généralement, n'expliquent pas ce qu'on entend par existence dans le cadre de la relativité restreinte. Donc, d'une part, ceux qui défendent l'objection. Sklar, c'est 1980, juste pour être sûr de la référence. Je l'ai dans le papier. Ok, donc c'est pas grave, je me donnerai après. C'est juste, j'aimerais ça la voir. 1974, ouais, Space Time, Space Time. Mais c'est vraiment très rapide, c'est 2 paragraphes. Donc, d'une part, à la fois ceux qui défendent l'argument de Putnam disent ça serait absurde, ou la signification de l'existence interdit sa relativisation. Et d'autre part, ceux qui acceptent la relativisation de l'existence ou sont plutôt favorables à cette idée, n'affrontent pas l'objection de la non-signification de l'idée que l'existence sera relativisée. Ce qui est intéressant aussi dans ce débat, aussi d'un point de vue méta-ontologique, c'est qu'on peut hiérarchiser les questions, les différentes positions entre l'endroit où se situe la dispute entre les opposants. Si on prend les 3 premières options, antiréalisme standard, réalisme non standard, réalisme standard et fragmentalisme, le débat que ces positions ont, c'est pas une discussion sur le sens ou la signification de l'existence, qui est quand même une question méta-ontologique au sens d'Heidegger, qu'est-ce que ça veut dire exister. C'est plutôt se demander quelle est l'étendue de la réalité, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Donc une question qu'on pourrait qualifier avec Heidegger d'ontique. Tandis que la question relativiste, elle, est entre guillemets un peu plus profonde. Heidegger aime bien les appels à la profondeur, en ce sens que le désaccord ne porte pas sur ce qui est, sur ce qu'on met dans le sac de ma réalité ou ce qu'on met dans le cadastre de la réalité, mais sur ce qu'on entend par être une chose ou exister. Donc c'est une stratégie plutôt ontologique de réponse à l'argument de Putnam, de dire ontologiquement l'existence a telle ou telle propriété, tandis que la dispute entre les 3 premières positions est plutôt, on va dire, quantique. Et l'idée, c'est que du coup, et c'est ça un peu la beauté aussi du texte de Fine, c'est qu'on a une sorte de priorité lexicale dans les débats, et plus on va dans les débats les plus précis et les plus éloignés du débat un peu superficiel entre réalisme et antiréalisme, alors la dispute devient de moins en moins antique et de plus en plus ontologique, ce qui correspond un peu à l'idée sous-jacente de Kit Fine, qui à la fin de son article nous disait pourquoi j'ai écrit tout un truc sur la réalité, la relativité restreinte, etc., et le fragmentalisme. C'est pour que les disputes sur la réalité soient moins idéologiques. Et par idéologique, il n'entend pas l'idéologie à la Quine. Ce qu'il entend, c'est idéologique au sens où les gens ne sont pas d'accord, mais ont peu de philosophèmes communs pour discuter. Il y a peu de grip, il y a peu d'éléments où on peut vraiment discuter, argumenter, etc. C'est plutôt une position idéologique. Moi, je suis éternaliste, toi, tu es présentiste. Ok, that's it. Et on argumente un peu une sorte de dialogue de sourds. Et plus on irait dans les débats précis entre réalisme standard et réalisme non standard, fragmentalisme et relativisme, moins les disputes seraient idéologicales, parce que de plus en plus, les gens se comprendraient entre eux, et ça amènerait à des arguments plus précis, et plus intéressants philosophiquement. Et donc je pense que quelque chose d'orthogonal à l'idée de quelque chose devient de moins en moins idéologique et plus oui, j'ai fait une erreur. J'ai inversé idéological et doctrinal. Moins un truc est idéologique et plus c'est doctrinal, plus on va abandonner des questions de répertoire et d'inventaire, des questions antiques, pour aller à des questions ontologiques sur la signification des concepts qu'on emploie et des termes
etc. Donc, quelques derniers points sur la différence entre fragmentalisme et relativisme. Donc, le fragmentalisme nous dit qu'il n'y a qu'une seule réalité absolue, mais qu'elle n'est pas cohérente. Elle est fragmentée en plusieurs morceaux maximalement cohérents. Donc l'existence n'est pas relativisée, et donc l'existence est invariante. Le relativisme nous dit qu'il n'y a pas une seule réalité absolue, mais plusieurs réalités cohérentes. Et donc l'existence est relativisée. Ce qui existe dépend du référentiel. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux positions vont défendre que les référentiels locaux newtoniens sont ontologiquement premiers par rapport à l'espace de Minkowski, à l'espace-temps de Minkowski. C'est une position qu'on trouvait déjà chez Sellars, dans son article de 1962 sur la relativité, où il nous dit non, ce qui est important, c'est les cadres locaux newtoniens. C'est ça qui existe d'abord, et ensuite, on essaye d'interpréter ce qu'est l'espace de Minkowski, l'espace-temps de Minkowski. Et là, on a deux explications différentes. Pour les fragmentalistes, l'espace-temps de Minkowski est, on va dire, une uber-réalité, une super-réalité incohérente. Donc c'est bien quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui existe absolument, mais qui n'est pas cohérente. Tandis que pour les relativistes, ça va juste être une abstraction. En gros, tout ce qui existe, ce sont les inertiels newtoniens locaux, et le reste, c'est juste une abstraction. Ce qui pose un problème, c'est quel est le statut de cette chose-là qui, en fait, n'existe pas pour le relativiste. Donc c'est quand même la dispute entre les deux positions n'est pas... c'est pas du tout une dispute gratuite. Il y a quand même des enjeux importants sur l'interprétation de la relativité. Donc maintenant, moi je vais me focaliser sur une défense du relativisme. Et pour le défendre, je vais tout simplement affronter l'objection de l'absurdité ou du non-sens, de la non-signification de l'idée que l'existence puisse être relativisée. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est examiner plusieurs critères d'existence qui ont été proposés par des philosophes du passé, que ce soit des auteurs aussi vieux qu'Aristote ou des auteurs plus contemporains. Mais avant ça, méthodologiquement, il faut que chaque critère que je pourrais donner pour une chose existe si elle satisfait, si et seulement si elle satisfait le critère X, il faut que le critère X ait certaines propriétés. Premier critère, le critère ne doit pas entraîner que rien n'existe. Si un critère d'existence ne s'applique à rien, on peut dire il est implausible que ce soit un bon critère d'existence. Deuxièmement, il ne doit pas non plus entraîner que tout existe. Donc là, je rejette certaines positions comme les positions de Thomasson, d'Azzouni ou de philosophes, en défendant, à la suite de Kant, qu'une question comme est-ce que X existe ou non, c'est une question synthétique, et c'est une question donc, qui a du sens et qui n'est pas triviale. C'est ce que nous dit Kant, par exemple, dans la critique de la raison pure. Enfin, troisièmement, l'exclusion des objets impossibles et des objets purement fictionnels du monde de l'existence. Bien sûr, on pourrait débattre et dire oui, mais en fait, les objets fictionnels ont un type d'être ou n'importe quoi, mais dans le cadre de la discussion sur la relativité restreinte, c'est pas ça dont il est question. Permet de les éloigner, de même pour les impossibles. Et deuxièmement, pour être un critère valable, il faut que ce critère soit intentionnel ou hyper-intentionnel. Il ne faut pas juste qu'il me fasse un listing de ce qui existe, en disant bon, ce qui existe ce sont les tables, les chaises, les êtres humains, etc. Mais il doit m'expliquer, il doit répondre à la question en vertu de quoi, de quel X cette chose-ci existe. Quel est le critère vraiment méthodologique qui me dit qu'une chose existe ou non. Donc j'ai plusieurs critères. Donc je vais pas tous parce que je n'ai pas trop regardé le temps, tous les examiner en cours, mais on peut, pour des critères d'existence, c'est assez rare dans la littérature en fait d'avoir des auteurs qui s'amusent à lister les critères qu'on pourrait utiliser pour l'existence ou la réalité. L'un qui était très utile, c'est Richard Outlin a un chapitre dans son livre sur Ménong sur le sens de l'existence. C'est très très long. Pas forcément toujours utile pour ce que je veux dire, mais c'est vraiment le texte le plus long sur les différents sens de l'existence. Sinon, vous avez dernièrement Chalmers dans Reality Plus qui liste des critères de réalité. Et ce qui est marrant, c'est que les critères de l'offre et les critères de Outley se recoupent assez fortement. Donc, dans les critères, on peut les distinguer entre les critères holistiques et des critères un peu plus distinctifs. Donc, le premier critère, ce serait le critère modal. Le critère modal, c'est ce qui existe et ce qui est actuel. Donc, on voit bien que si on était déjà embêté avec l'existence, je ne sais pas si le terme d'actualité va beaucoup nous aider.
Heureusement, on a en 4 le critère de concrétion. Donc maintenant, on est vraiment aidé. On peut dire que ce qui existe, c'est ce qui est actuel parce que c'est concret. On est bien avancé. Mais qu'est-ce que la concrétion? Comme le dit Williamson au tout début de son livre, où il défend le non-concrétisme contingent, il nous dit la concrétion, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est la page 6. Il dit je vais le prendre intuitivement. Puis après, il va utiliser le mot en 400 pages. On a le critère de factualité. En fait, une chose existe s'il y a des faits à son propos. Le critère de la vérité, une chose existe s'il y a des énoncés vrais à son propos, des propositions vraies à son propos. Et le critère de localisation, qui est un critère un peu plus faible, une chose existe si elle est quelque part. Donc, pas forcément dans le monde spatio-temporel, même si c'est ça qui nous intéresse, elle pourrait être dans un troisième monde popperien, dans le monde des pensées ou des propositions de Frege, ou dans une réalité mathématique. Donc c'est pas forcément juste spatio-temporel. Dans les critères plus distinctifs, on a bien sûr le critère le plus évident qui est le critère spatio-temporel. Une chose existe si elle est dans l'espace-temps, ou si elle est reliée à des objets qui existent dans l'espace-temps. Mais on voit mal comment ce critère pourrait nous aider à trouver une solution au problème de la relativité restreinte, de l'existence de la relativité restreinte, sans être une pétition de principe. Ensuite, on a les critères non spatio-temporels, notamment relationnels, qui en fait tous plus ou moins se résument à des critères causaux. Une chose existe si elle est cause ou si elle est effet d'une cause. Si elle entretient des relations causales avec quelque chose d'autre. Après, on peut ramifier et dire non, c'est pas n'importe quelle relation causale, ça peut être des relations de perception, des relations de être un objet empirique, etc. Et enfin, on a des critères qui étaient les critères qui ont été longtemps favorisés, notamment au XVIIIe, XIXe siècle par Leibniz et tous les Leibniziens, qui sont des critères de détermination. Une chose existe si elle est déterminée par rapport à pour tout prédicat X, pour tout prédicat F, on peut dire si X est F ou si X est non F. Donc c'est un critère qui est vraiment utilisé par Leibniz, Wolff, etc., utilisé par Meinong, c'est un critère d'existence chez Meinong, et c'est le critère qui est sous-jacent au Principia Mathematica de Russell. Et on a enfin des critères de détermination partielle, de dire c'est quelque chose qui est partiellement déterminé, notamment pour essayer d'affronter les problèmes du vague. Est-ce qu'il y a des objets vagues ou pas d'objets vagues? Dans ce cas-là, on va dire c'est pas complètement déterminé qu'il ait telle ou telle propriété, mais ça ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Ça on passe. Et donc, moi l'idée est un peu inductive, c'est-à-dire de prendre chacun des critères et puis de se demander si on peut défendre que ce critère implique, est compatible avec la relativisation de l'existence. Comme on va le voir, ma stratégie argumentative est assez simple. Pour certains points, je vais dire rapidement, on arrive à l'idée qu'on peut relativiser, et ensuite, pour les autres critères, de les réduire à des critères où j'ai déjà montré qu'on peut les relativiser. Donc le premier critère, X existe si et seulement si X est actuel. Facilement, on peut dire que oui, c'est pas forcément invariant, parce qu'on a quand même un philosophe légèrement important, David Lewis, qui a défendu que l'actualité est indexicale, et donc relative. Les gens ne sont pas forcément d'accord, il y a plein d'articles, que ce soit Adams, etc. Il y a des articles qui défendent, notamment l'article d'Adams sur Theory of Actuality, qui dit que Lewis ne comprend pas ce que ça veut dire l'actualité. Mais la plupart des philosophes ont l'air de comprendre ce qu'il veut dire quand il dit que l'actualité est indexicale. Donc, a fortiori, sauf s'il y a un gros argument contre David Lewis, mais dans ce cas-là, moi, je suis plutôt en bonne position dialectique. Dire que ce qui existe est actuel n'implique pas que l'existence soit invariante. Deuxième, le critère de factualité. X existe s'il y a des faits à propos de X. Donc c'est complètement une pétition de principe, dès lors qu'on admet la prémisse du réalisme qui est dans le paradoxe de McTaggart de Kittfein, qui consiste à dire qu'il y a des énoncés tensés. Et les énoncés tensés, c'est justement une question de savoir s'ils sont relatifs ou non qu'on est en train de se poser. Donc ce serait une pétition de principe de dire si on prend comme critère de factualité, alors ça répond à notre question qui est de dire dans le cadre du paradoxe de McTaggart et dans le paradoxe et dans la relativité restreinte, alors l'existence serait invariante ou non. C'est justement ça qui est en jeu dans la discussion. De même, c'est pareil pour l'idée que l'existence survient sur la vérité, qui est plutôt l'idée inverse de l'idée classique. On dit la vérité survient sur l'être, et là on dit plutôt l'être sur la vérité.
Pourquoi? Parce que, tout simplement, une vérité tensée, généralement, on la lit, on va la gloser en disant que s'il y a une vérité tensée, c'est qu'il y a un fait tensé dessous. Donc on va la réduire au problème aux critères de factualité. De même, de plus, ça implique déjà une sorte de pluralisation, puisque si on prend un fait, Socrate se repose, mais il s'est reposé plusieurs fois dans sa vie, donc dans plusieurs référentiels de l'univers, cette phrase est vraie. Bref. L'idée de concrétion, je vais la mettre de côté parce que c'est difficile de voir chez les philosophes, parce que beaucoup de philosophes font appel à l'idée qu'une chose existe si elle est concrète. Mais en fait, quand on leur demande d'expliquer ce que c'est qu'être concret, ils la réduisent à un autre critère, notamment le critère spatio-temporel. C'est ce qui arrive notamment dans le livre de M. Routlet, ce qui arrive chez Gordon Priest, qui arrive chez Franz Berthaud aussi, dans son livre sur l'existence. On nous dit, bon, les deux sont un peu équivalents. Ou alors, il se réduit à l'idée de causalité. C'est-à-dire, une chose est concrète si elle a l'entretien des relations causales avec d'autres objets. Quels autres objets? Les autres objets concrets. On trouve un peu. Et le critère de location, donc de localisation, X existe seulement si X est localisé quelque part. Dans le cas des objets, des entités physiques, ce qui nous intéresse principalement, c'est réductible au critère de spatio-temporalité. Donc, comme vous voyez, on va très très vite passer pour dire soit les critères ne nous apportent rien dans le cadre du débat, donc le critère de factualité et le critère de vérité, soit pour le critère d'actualité, on a un cas où l'existence du coup ne serait pas invariante. Pour le critère de spatio-temporalité, il est évidemment, c'est une pétition de principe dans le regard, pour discuter du fait qu'une chose soit relativistiquement invariante ou plus variée. Pour le critère de causalité, donc X existe si X entretient une relation causale avec une autre chose d'existant, soit il va impliquer assez facilement l'idée que c'est spatio-temporel, parce qu'on va vous dire c'est quoi un autre existant, on va demander un autre critère, c'est le critère de la spatio-temporalité. Donc directement, soit il implique le critère de spatio-temporalité, soit on va dire qu'une chose qui entretient des relations causales, c'est une chose actuelle, donc on va revenir au critère modal, soit au critère de concrétion. Une chose qui entretient des relations causales, c'est quelque chose qui est concret. Il y a aussi un critère qui apparaît qui apparaît un peu plus récemment, qui est le critère de grounding. Une chose existe si elle ground quelque chose ou si elle est groundée par quelque chose. Donc déjà, là mon objection, c'est une objection sceptique classique, c'est-à-dire que si on accepte que c'est le grounding, pourquoi on aurait le problème serait que les métaphysiciens qui acceptent le grounding ne sont pas d'accord sur déjà, est-ce que c'est seulement ce qui est fondamental qui existe ou non. Azzouni, par exemple, défend que ce qui existe, c'est simplement ce qui est fondamental et tout ce qui est fondé n'existe pas. Des gens comme Schaffer vont dire que non, ce qui existe, c'est à la fois ce qui ground et ce qui est groundé. Et d'autre part, c'est toutes les discussions assez récentes aussi sur les propriétés formelles de la relation de grounding. Est-ce qu'elle est transitive, est-ce qu'elle est réflexive, etc. Et il y a notamment des discussions sur les propriétés de la relation de grounding. Même si la plupart des partisans de grounding vont dire que oui, c'est pour certaines versions certains types de ground, c'est bien transitif. D'autres vont dire que non, ce n'est pas transitif ou que ce n'est pas réflexif, notamment c'est le problème des loops et le problème des chaînes infinies. Et pour être très honnête, c'est celle que j'ai le moins travaillé dans les différents critères. Ensuite, on a le critère de l'empiricité. Une chose existe si elle est percevable, observable ou empiriquement accessible. Le problème, c'est que la perception en elle-même est clairement non transitive, donc si on ne la modélise pas. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a construit des châteaux, des phares, etc. Ou des postes avancés auprès des frontières. C'est parce que ce que les gens voient au Rohan, les gens du Condor ne le voient pas. Donc on fait des appels de feu
vient venir sauver une astérite, justement parce que la perception n'est pas transitive. D'autre part, l'accessibilité empirique est relative, en fait, au système relative au cadre dans lequel on opère. Et si on modalise et on dit non, c'est pas la perception, c'est la percevabilité, le fait d'être percevable, alors très rapidement, on va dire ça veut dire que c'est quoi la percevabilité? C'est une sorte de relation dispositionnelle ou causale. Donc on revient à notre critère de causalité, ou un critère spatio-temporel. Pour être empiriquement accessible, il faut être spatio-temporel, etc. Ou être capable d'agir, d'entretenir un rapport causal avec un observateur, par exemple. Si on dit, une chose qui existe, elle est empiriquement accessible, si elle est manipulable, il faut qu'il y ait une relation causale entre celui qui manipule et le système étudié. Ce qui nous laisse les deux derniers critères qui sont clairement les critères plutôt favorisés par les gens qui ont vraiment réfléchi sur c'est quoi le sens de l'existence, etc. dans l'histoire de la philosophie. Donc le premier, c'est celui de détermination entière. X existe si X est entièrement déterminé, donc si pour tout prédicat extensionnel, phi, si X n'est pas est non phi, si et seulement si il n'est pas le cas que X est phi. Donc c'est l'idée que la négation sur la phrase et la négation sur le prédicat, predicate negation and sentence negation coïncident. Donc c'est vraiment le critère utilisé dans le principia mathématique. Le problème de ce critère, encore une fois, c'est que généralement, d'une part, les philosophes défendent ce critère en disant c'est ça qui nous permet de gloser ce que ça veut dire être actuel. L'actualité, c'est être la détermination totale, c'est notamment ce que nous disent des gens comme Ménon. Donc ça impliquerait le premier critère de l'idée que X existe si X est seulement actuel, parce que généralement les gens glosent cette idée de dire une chose qui est complètement déterminée, c'est une chose qui est actuelle, notamment c'est un peu la discussion d'un principia mathematica. On dit ça, c'est un bon critère dans la discussion sur l'actuel droit de français chaud. Donc ça impliquerait le critère 1.1, donc on revient à l'idée que l'existence peut être, n'est pas forcément invariante. Et deuxièmement, le critère c'est que si on admet des prédicats tensés, et c'est justement la question du réalisme qui est à la base du paradoxe de McTaggart, alors ça devient encore une fois une pétition de principe. Puisque, de prima facie, si j'utilise le prédicat est chauve, ou sera chauve, ou fut chauve, ou n'importe quoi, il ne s'applique pas à Aristote actuellement, dans notre cadre, parce qu'Aristote est mort. Par contre, il s'applique bien à Aristote est chauve, ou c'est vrai, c'est faux. Aristote n'était pas chauve, autant qu'on puisse le savoir. Mais si on prend un cadre inertiel dans le référentiel dans lequel Aristote est vivant, et qu'on dit Aristote est chauve, c'est faux, et on peut dire Aristote n'est pas chauve également. Donc il remplit bien le critère complètement déterminé sur ce critère d'existence de full détermination. Maintenant, si on se met dans le référentiel qui est le nôtre, on peut dire qu'il est faux que Aristote soit chauve, mais on ne peut pas dire que Aristote n'est pas chauve, au sens parce qu'il n'y a tout simplement pas d'objet Aristote. Et donc l'idée, ça serait que si on accepte les prédicats tensés, alors les objets passés et les objets futurs seraient de fait des objets incomplets dans certains référentiels inertiels. Donc ce qui existerait dans certains référentiels inertiels et non pas dans d'autres. Du coup, on récupère l'idée que l'existence varie selon le référentiel, ce qui est le point du relativisme. Donc c'est pour ça que les gens vont essayer de défendre plutôt le dernier critère qui nous dit que X existe si X est déterminé au regard d'un sous-ensemble de prédicats existentiels, de prédicats extensionnels. Le problème, c'est que quand les gens proposent quels sont quel est ce sous-ensemble de prédicats extensionnels, rapidement ils vont en appeler à des idées de c'est quelque chose à laquelle je peux référer directement, quelque chose qui est simultané à moi, ou quelque chose qui est empiriquement accessible, etc. Donc ils vont essayer d'utiliser d'autres critères pour légitimer que le critère de détermination, comme critère d'existence, soit limité à un certain nombre de prédicats extensionnels, et pas tous. Donc voilà, donc j'ai fait un inventaire, je sais c'est un peu long, et c'est pas forcément le truc le plus marrant de dire critère 1, critère 2, voilà, on a des difficultés, mais en gros mes deux objections c'est que soit c'est des pétitions de principe, soit ils appliquent le critère numéro 1, qui n'est pas très informatif en soi, c'est-à-dire que l'existence et l'actualité,
mais qui, pour le coup, lui, n'a aucun problème à impliquer le fait qu'il ne soit pas invariant. Et le dernier critère, le critère qui était important, le critère de full détermination, semble favoriser aussi le relativisme externe. Donc l'idée, c'était, si je reviens sur le but de ma présentation, c'était de dire, on a un argument, l'argument de Putnam, qui se base sur l'idée que si la simultanéité n'est pas transitive, ça ne nous dit rien des claims d'existence. Autrement dit, l'existence doit être complètement invariante dans un cadre relativiste. Donc une chose qui existe pour un cadre inertiel existe pour tous les cadres inertiels. Comment cette thèse était défendue? Elle était simplement défendue en disant si on relativise l'existence, c'est du non-sens. On manque, on détruit, comme le dit Gödel, le sens du terme existence. Donc mon objection, ma stratégie a tout simplement été d'essayer de montrer, j'espère que j'ai un peu convaincu, que si on regarde dans l'histoire de la philosophie tous les critères qu'on a pu utiliser pour dire une chose existe ou une chose n'existe pas, aucun de ces critères, soit ces critères ne font pas avancer le débat, soit, c'est surtout ça, aucun critère n'implique en soi que l'existence serait invariante. Et au contraire, même les critères qui ont été favorisés dans l'histoire de la philosophie vont plutôt dans le sens de l'idée que si la relation de simultanéité n'est pas transitive et que le temps est local, alors aussi l'existence devrait être locale. Voilà. Merci. Sure. 5-minute breaks and discussion.
Okay, including online questions, if there are. Okay, let's start with the online one. No, there aren't any yet, so go ahead. Okay, so question, comments? I'll start and they'll think about it. Could you come back to the argument where you exclude the causal criteria? You said it was because it's related to the spatial temporal one in your... Could you explain that to me, please? Oui, parce que du coup là on est dans le cadre de la... Je réponds encore en français. Non, si tu veux, oui. Dans le cadre de la relativité restreinte, les relations causales pertinentes sont des relations de causalité physique, de causalité atomique. Du coup, on retourne au critère de c'est être un être physique, donc être spatio-temporel. Donc ça, c'est le critère d'y aller directement, de dire en fait, le seul type de causalité qui nous intéresse, c'est le type de causalité qui occure dans l'espace et dans le temps. Autrement, l'idée, c'est que l'une des distinctions entre les possibilia et les actualia, c'est de dire que les actualia peuvent entrer dans des relations causales, et donc que si on entretient des relations causales, alors c'est que les choses sont actuelles. Et si les choses sont actuelles, notre critère va nous revenir indirectement par le biais de concrétion ou à la spatio-temporalité directement. Et deuxièmement, l'idée, oui, qu'une relation causale, que les objets abstraits n'ont pas de causalité, ça peut être discutable, mais que donc seuls les objets qui peuvent entrer dans une relation causale sont les objets concrets, et donc le critère de concrétion, la différence entre être concret et être un objet spatio-temporel, personne n'a fait de distinction. Mais bien sûr, on peut critiquer cette idée en disant que non, en fait, la causalité, c'est pas juste la causalité physique, que les objets abstraits ont bien une causalité, etc. Ça se ouvert. C'est ça, parce en français ou en anglais? Comme Okay, so I see better your explanation. So I disagree with the fact that causality is related to spatial temporal, because that's the cinematic C2C causality. So you have the spatial temporal properties, a geometry or something, and after that you have the dynamics. But of course, the existence criterion of Newton, defended by Brading, for example, is that it's the causal stuff that generate everything else. Okay. On the other hand, you're right. What do you mean by causal stuff? Maybe outside space and time must be something counterfactual, so it goes probably to your model argument. Okay. Oui, là, en fait, c'est une question de... Bon, je fais une boucle un peu comme ça, on va dire extensionnelle, mais on peut se demander laquelle est prioritaire. Notamment, je suppose que des gens comme... But that's an important thing, because if you believe that to exist is to be subject to a natural law, which was Newton, you don't have a block universe. To have a block universe, you need something like geometry exists. Geometry is there before the dynamics. So that's defended by Catherine Brading as an historian, of course. Daniele? Thank you for the talk. Yeah, my question was about the A5 quantification, which reduces to B1 for physical entities. I was trying to understand which other kinds of entities are we taking into account in this framework, which do not reduce to physical entities. En fait, c'est parce que c'est un critère holistique. Comme j'avais pointé, c'est des critères qui sont très très larges. Et on peut dire que si vous êtes Poppers, il y a des choses qui existent, comme les théories, dans le troisième nombre. Et dans ce cas-là, elles sont bien localisées quelque part. On peut dire aussi que, pour reprendre les objets fictionnels, parce que l'une des lignes d'argumentation, c'est aussi de dire à chaque fois, oui, mais en fait, les objets fictionnels entretiennent des rapports causaux entre eux, ont bien des localisations spatio-temporelles, etc. Si on prend Tom Bombadil, on peut d'une part dire qu'il vit dans une petite maison près d'une forêt, ce qui est un critère de localisation spatio-temporelle dans la fiction, mais on peut aussi dire qu'il existe dans le livre Lord of the Ring. Et dans ce cas-là, il est bien localisé quelque part dans un complexe. Et donc le critère de localisation est plus large que le critère spatio-temporel. Et ça renvoie aussi à tout ce qui est discuté beaucoup, les theory of location, qui sont discutées notamment par Casati, Varzi, etc., qui sont
qui sont une extension de la météorologie généralement. Et donc, en réalité, il y a des gens qui essayent de défendre ça, que le critère d'être localisé quelque part est premier par rapport à être partie d'un tout, ou alors que c'est l'inverse. Donc en fait, il y a une grande discussion formelle sur la localisation qui ne se réduit pas à la localisation spatio-temporelle. C'est pour ça que j'ai distingué les deux, location et spatio-temporality. Mais dans le cadre des objets qui semblent nous intéresser, dans le cadre de la réalité restreinte, on ne voit pas très bien en quoi ce serait pertinent de discuter d'une localisation dans une fiction, ou d'une localisation dans un monde abstrait des mondes, ou n'importe quoi. Okay. Yes, also another thing, again concerning location, if we consider the universe as a whole, does this criterion apply? I mean, can we say that it is located somewhere as a space-time location? Dans l'article, je discute vraiment ce point-là, parce que c'est un point qui est... Là, notamment, il y a Marcus Gabriel qui dit « tout existe sauf le monde », dernièrement. Et on a aussi le problème chez Aristote, c'est l'univers, il n'est pas localisé dans l'espace-temps, il n'a pas de lieu, l'univers, chez Aristote. Donc c'est bien un point aussi qui est marqué, et on n'a pas envie de dire que l'univers n'existe pas, si on est aristotélicien. Du coup, c'est un argument qui va dans mon sens en disant que c'est un mauvais critère, le critère de localisation, parce qu'on a des objets dont on veut l'existence, mais qu'on ne peut pas localiser. Dans ce cas-là, j'utiliserais comme ça pour défendre que justement ce critère n'est pas bon en fait. Si j'acceptais l'objection de Marcus Gabriel ou l'objection d'Aristote. Mais il y a 2-3 lignes là-dessus dans le papier. Ok, merci. C'est vraiment un détail, mais tu dis qu'empiricalité, que c'est évidemment non conjectif, et je vois évidemment pourquoi, par exemple des châteaux et tout ça. De l'autre côté, ça ne me semble pas complètement absurde d'avoir une notion de perceivability qui est en fait le monde clôturé, transitivement clôturé, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est quelque chose de percevable pour quelque chose qui est percevable, alors c'est indirectement percevable, quelque chose comme ça. Pour des raisons, pour des discussions ontologiques, il me semble qu'il ne faut pas exclure ce genre de définition a priori. Bien sûr, ça ne va pas aider beaucoup, je vois très bien, mais donc est-ce que c'est tellement évident? Non, c'est pas tellement évident. L'idée, c'est que si tu prends une notion de percevabilité, donc si tu modélises, etc., dans tes critères pour dire une chose est percevable si et seulement si, tu vas rapidement, je pense, faire intervenir la notion de simultanéité. Une chose est percevable, je peux percevoir quelque chose si elle m'est simultanée, etc. Et donc retourner au problème de l'invariance qui était posé initialement. Simultané? Comment percevoir quelque chose de manière simultanée? Je veux dire, il y a toujours un retard. Ah! Oui, mais dans ce cas, tu dis c'est quelque chose. Oui. Oui, mais dans ce cas, tu as une relation qui ne sera pas la même pour tout le monde, qui ne sera pas non plus transitive dans ton cadre relativiste. Et. Oui, mais, bon, c'est pas l'essence de ma question. Mais moi, le point pour rejeter la personnalité, c'était justement de plutôt redire, en fait, c'est assez une relation causale. Donc de revenir à mon point sur la causalité et dire que c'est du coup quelque chose qui serait une pétition de principe, si on a accepté ça comme critère. Mais c'est comme blâme. Mais oui. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui défendent le critère que ce soit le critère causal ou le critère de percevabilité, ils prennent plus le critère à la Berkeley. Berkeley nous dit être, c'est être perçu ou percevoir. Personne, ou pour la causalité, ça serait être, c'est être la cause ou causer. Généralement, les philosophes maintenant défendent plutôt ce qu'on appelle le dictum d'Alexander, ou l'option Platon dans le Sophiste, qui consiste à dire non, une chose c'est percevable, en fait, c'est la capacité de percevoir,
ou d'être perçu qui fait l'existence, ou c'est la capacité d'entrer dans une relation causale qui est pertinente. Donc, les gens prennent plutôt le dictum d'Alexander. Très raisonnable. Ça me paraît raisonnable aussi. D'ailleurs, j'ai pas discuté le dictum d'Alexander dans le truc de causalité. Mais clairement, le critère de causalité accepté par que ce soit Francisco Berto ou Tris pour citer Leno ou certains émergentistes à la suite d'Alexander, c'est vraiment le critère modal. Quoi. Et ça, Platon l'avait déjà vu. Il avait dit bah, il nous faut un critère qui soit modal. C'est une disposition à entrer en relation causale. Et généralement, c'est d'ailleurs dans la littérature contemporaine, il y en a qui défendent full determinacy criteria. Et autrement, les gens défendent un critère causal qui est justement le dictum d'Alexander. Et généralement, ça leur dit, ils le glosent ensuite, ils disent, si vous prenez Berthaud ou même certaines pages de Roukle, ils disent, bah, si une chose c'est exister, c'est pouvoir entrer dans une relation causale, alors ça implique d'être un objet concret, alors ça implique d'être un objet actuel, alors ça implique d'être un objet spatio-temporel. Et ensuite, ils dressent... Enfin, ils reprennent plusieurs critères. Parce que, une chose que j'ai pas dit méthodologiquement, ces critères ne sont pas exclusifs. Ils s'appellent les uns les autres et les philosophes en sont parfaitement conscients. Très peu de gens qui vont dire, bah, moi j'accepte le critère empirique, mais pas le critère de causalité ou pas le critère de spatio-temporel. Je vais t'en poser une autre. L'argument de Salaire, est-ce que c'est dans son livre sur thème kantien? Est-ce que c'est l'argument de base kantienne qui arrive à la non-transitivité? C'est un papier, je crois, on va dire ça. Okay. C'est Time and the World Order, un papier de 62 qui a été publié dans un collectif avec Maxwell et Fegg, Minnesota Studies in Philosophy of Science, qui est horrible à lire, comme beaucoup de choses. Tout ça. Ouais. L'argument a l'air de quoi? Parce que là, ce que tu n'as pas ici, tu n'as rien phénoménologique. Tu n'as rien, à part empiriquement. En fait, moi, je suis plus néo-kantien, idéaliste allemand, de l'existence. J'avoue que quand j'ai lu ce papier, je l'ai lu parce qu'il existait, que dans le plateau Stanford, il est mentionné dans l'article sur, pas l'argument de Putnam, mais sur la réalité restreinte. Je ne sais pas pourquoi les gens ont choisi de faire un résumé de ça. Du coup, j'ai essayé de le lire, mais j'en ai pas de grands souvenirs là maintenant. Okay. Si ce n'est que sa position est très proche de celle du fragmentalisme de Kilfile. Parce qu'il nous dit bien, c'est ce qui existe, c'est l'infinité des référentiels newtoniens. Et il dit c'est une sorte d'abstraction, l'espace de Minkowski, etc. Mais je ne sais plus pourquoi, quel est son argument. Mais son argument, oui, doit être basé beaucoup plus sur des choses phénoménologiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce papier, moi je ne l'ai jamais vu cité auparavant. Et que je sais qu'il y a des amateurs de Sellars dans la salle. Oui, puis il y a des amateurs de phénoménologie là-bas. Hein. Donc, ici, ben, en fait, je me demande par rapport à la partie 2. Parce qu'ici, ici, il y a le côté négatif, c'est-à-dire que, pour vraiment dire que external relativism n'a aucun sens, ben, il faut préciser le terme. Quoi que ce soit la manière dans laquelle on le fait, on ne retrouve pas l'argument de non-sens. J'imagine que la partie 2 est alors, et en fait, indépendamment de ça, c'est une bonne idée. Oui, la partie 2... Donc, ou du moins tu le penses. Donc la partie 2, normalement, devait être principalement écrite par Kevin, qui est mentionné, je ne sais pas si vous voyez, Institut supérieur de première note, partie 2, philosophie des sciences. Donc ça sera plutôt une partie métaphysique pour des questions de ce qui s'est passé ces dernières années dans nos travaux. Et normalement, donc c'est Kevin qui devait plutôt l'écrire, où il aurait défendu l'idée qu'il devait avoir une métaphysique réaliste, et c'est pas forcément nécessaire, donc on n'est pas obligé d'interpréter réalistiquement la théorie de la relativité restreinte. Et du coup, toutes les idées en fait, c'est présenté un gros présentisme non standard aussi, le relativiste, de dire, en fait, c'est pas parce que vous avez une théorie qui semble vous dire non, et même si vous acceptez l'argument de Putnam, vous avez encore des voies métaphysiques de refuser de dire l'argument nous dit ça, c'est utile, c'est pragmatique, ça exprime quelque chose, des fois une version d'expressivisme, etc., etc. Mais j'ai plus trop en tête les discussions parce que, pour le coup, ce travail existe, mais on ne l'a pas encore écrit. C'est plutôt son domaine de spécialité, parce que moi j'ai le tort, malheureusement, d'être un réaliste métaphysique assez bas de plafond.
qui amène des discussions chaleureuses. Donc j'ai un peu moins d'intuition. Donc moi j'ai fait la partie facile et un peu orthodoxe. Et normalement la deuxième partie sera plutôt métamétaphysique. Donc, bon, j'ai aussi moi-même écrit des articles disant, je sais pas comment dire, je sais pas quoi faire après, mais tous les arguments contre cette position-là sont nuls. C'est pas mal comme contribution philosophique. Là, ce dont j'ai été étonné, c'est qu'il n'y a qu'un seul argument. Et c'est vraiment la citation de Gödel, de dire c'est du non-sens. Oui. Et on le retrouve en 2008 chez Dorato, 2017 chez Callender. C'est récent. Alors qu'on a des auteurs comme Sklar, comme Unschliff, qui en fait discutent cette position dans plusieurs articles, très très rapidement, il les discute un peu. Même Peter Thiessen finit ses 70 pages, alors qu'il n'est pas très favorable au relativisme dans ce cas, en disant c'est la meilleure façon d'attaquer l'argument de Putnam, c'est d'attaquer la prémisse 5. Après, ce que dit Peter Thiessen, il dit oui, mais les gens disent que c'est un non-sens, il cite Dorato ou Callender, et puis voilà. Et il passe à la deuxième partie de sa tête. Ce qui est fait, mais très peu de défense. Alors que, moi, j'ai plutôt l'intuition inverse de dire que non, si en fait, généralement, quand on entend les choses existantes, on prend des choses qui existent paradigmatiquement, c'est les choses avec lesquelles je peux entrer en relation, moi, présentement. Donc j'ai envie de me dire, si le présent n'est pas absolu, bon, ça amène à dire que mes intuitions sur l'existence sont quand même liées au présent, que l'existence peut être aussi relativisée. Quoi. Je trouve que c'est pas complètement contre-intuitif comme je le demande. Mais c'est rarement défendu. Oui, j'ai une question à propos de cette opposition que tu as fait entre le fragmentalisme et le relativisme, où tu as dit que le fragmentalisme c'est plutôt une critique ontique et le relativisme serait plus ontologique parce que c'est l'intention de terme de l'existence qui sera critiquée. Je ne vois pas clairement parfois pourquoi. Parce qu'il me semble que si quelqu'un choisit une option fragmentaliste, c'est quand même une notion d'existence qui serait différente parce qu'il n'y a plus de cohérence, des trucs comme ça. Oui, en fait, je pense que du coup, l'analogue dans ce cas de figure, ça serait de dire l'existence ne peut pas être incohérente, ne peut pas être non contradictoire. C'est-à-dire que c'est la signification même du mot d'existence qui implique la non-contradiction. Et du coup, on aurait une sorte de parallèle avec d'autres discussions. Ouais. Mais le sens où je disais où c'est moins ontologique, c'est-à-dire que, en gros, ils sont quand même d'accord avec les réalistes et les autres anti-réalistes, excepté les relativistes, en disant que l'existence doit être invariante. Je pense que oui, je pense que ton objection est un peu bonne, au sens où de toute façon le fragmentalisme apparaît très très peu dans les discussions avant l'article de Kitfine. Et du coup, Gödel n'a pas écrit en disant c'est complètement incohérent de dire que l'existence pourrait être incohérente. Après, le truc du fragmentalisme, c'est aussi de dire que c'est pas vraiment que le non contradictoire, c'est vraiment l'incohérence en un sens un peu plus léger. Kitfine prend le temps d'expliquer que le fragmentalisme n'applique pas une position dialectiste du tout. Et je pense qu'il serait sur une moins bonne posture que les relativistes pour essayer de défendre l'idée que l'existence peut être incohérente, au sens où le terme incohérent et cohérent est quand même très très vague dans l'emploi philosophique. Tandis que le terme de relativisation, c'est au moins on voit l'opération qu'on est en train de faire avec le concept. Je pense que ce serait vraiment une discussion qui risquerait de se perdre dans des discours sur dialectéisme et pas dialectéisme, alors que c'est pas vraiment la question. Et manquer et être un peu flou. Et c'est surtout qu'ils ont une position un peu plus conservatrice, les fragmentalistes, parce qu'en ce sens, il y a tout le monde, avec les présentistes, les éternalistes, tout le monde accepte qu'il y ait des cadres inertiaux newtoniens locaux, et tout le monde accepte qu'il y a un espace-temps de Minkowski qui forme l'univers entier, et tout ce qu'il dit, c'est oui, on l'accepte, mais pour nous, il est incohérent parce qu'on accepte les faits. En revanche, le relativiste est vraiment quelqu'un qui est révisionniste. Il dit non, notre espace-temps de Minkowski, de cette variété-là, elle n'existe pas. C'est juste une abstraction. Parce qu'il n'y a aucun moment où je peux passer de ce qui existe dans mon
référentiel universel à ce qui existe dans les autres. Je suis vraiment en vase clos. Et donc c'est beaucoup plus révisionniste que les trois oppositions. Ok. En fait, ça se ressemble vachement quand même. Bah oui. Parce que le relativiste externaliste, tu vas dire, OK, oui, je suis en vase clos, mais je peux quand même explorer abstraitement, puis je peux même avoir des conséquences plus tard sur l'autre référentiel auquel je n'ai pas accès, qui lui a sa propre existence. Mais bon, à un moment donné, on peut se recroiser plus tard dans le même référentiel. Donc je peux quand même dire des choses sur eux, même s'ils ne sont pas réels. Le fragmentaliste, je dis juste, non, ils sont là aussi. Bah, à mon avis, Ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. C'est pas une chose métaphysiquement, je suis d'accord, mais oui, on dirait presque que les fragmentalistes, ils n'ont juste pas compris, ils veulent juste pas que ça soit relationnel, point. Ils veulent pas de relativisme, en fait, oui. au sens fort. Je pense aussi que les fragmentalistes, il y a une sorte de... ils sont en métaontologie beaucoup plus orthodoxes, quaniens, que ne le sont les relativistes. Les relativistes, rapidement, vont arriver à une position un peu mélangienne. Ils vont dire, bon, voilà, on parle d'objets qui n'existent pas, très bien, c'est pas un souci. On en a besoin pour l'abstraction. En revanche, les fragmentalistes, ça existe au même sens, et du coup, ils peuvent regarder une approche quantificationnelle et les énoncés d'existence. Ils sont plus conservateurs, d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que Kittfein présente les différentes positions et va plutôt vers défendre le fragmentalisme. D'une part, parce qu'elle n'apparaissait pas trop dans la littérature, donc il aime bien les trucs un peu bizarres. Et aussi parce qu'en fait, c'est l'une des vertus qu'il lui trouve par rapport au relativiste, c'est qu'elle est plus conservatrice. Il nous dit justement, l'un des problèmes qu'auront les relativistes, c'est expliquer comment un truc aussi utile que l'espace-temps de Minkowski, c'est juste une abstraction. Et donc si vous êtes mélangien à la Routelet ou un peu, voilà, vous n'avez aucun problème avec ça. Mais vous êtes clairement dans une minorité philosophique en métaontologie. Tandis que si vous êtes fragmentaliste, vous avez beaucoup plus de points communs avec les autres. C'est aussi pour ça qu'on peut dire que la question est plus antique et moins ontologique. J'essaie de sauver ma partition. Oui, parce que tu reçois un signal lumineux dans ton référentiel. Toi, tu es relativiste, tu ne peux pas présumer de l'existence de la source. OK. Tu peux pas, parce que tu es dans... Non, ouais. Mais tu t'apprends, tu peux quand même spéculer, tu vas dire, si la source existe, dans tant de minutes, je lui renvoie le message, elle me renverra un message, etc. Le fragmentaliste va dire, oui, la source est là-bas. Là. C'est juste c'est incohérent, vous n'avez pas le même présent, etc. Mais elle est là-bas. Ouais. C'est un réalisme fort. C'est un réalisme fort. C'est garder le réalisme pur jus. Ah ouais, c'est Block Universe, mais juste, bon, il faut rajouter de l'incohérence, puis on se débrouillera après. Là. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, ça paraît... C'est pas pour rien si ça séduit des gens, je sais pas, comme Yakinto et Tanguy, ils ont écrit un livre en disant « Waouh, cette position elle est super bien parce qu'elle nous permet de garder plein de trucs qu'on faisait déjà en philosophie du temps et tout. Et donc il y a des défenses du fragmentalisme, des défenses du relativisme, il n'y en a pas. À part, en fait, les seuls qui défendent le relativisme, et un petit peu en longueur, n'importe quoi, ce sont des mélangiens. Donc ils le défendent en passant. Donc là, c'est ce qu'il fait, c'est en passant. Il consacre une dizaine de pages dans son gros livre là-dessus. Il est content de dire que si le temps est local, l'espace, l'existence aussi, mais pour lui, c'est justement une étape pour défendre le mélangianisme. Tandis que les fragmentalistes, il y a une grosse littérature qui est apparue depuis 2005 dessus. Et si tu parles de la phénoménologie, tu dois être relativiste, non? Moi, je pense que oui. We should ask Daniele. So if you're a real phenomenologist, okay, you start from this referential is real, and you don't need to speculate about the fact that the other referential are already existing. No? I think that it is interesting to start from what Hermann Weil said about that. I don't remember exactly he were talking about this, but he recognizes in the reference frame the inheritance of the first person perspective we have in our ordinary experience, which is transmitted to science, to the case of physics in this case, through the fact that we have to refer to this specific reference frame in any case for doing a real
real physics and so on. So yeah, I don't have an answer in this sense, but I think that it would be interesting to explore the possible connection between these aspects and Weil's phenomenological perspective, for example. Et le papier de Sellars aussi. Je pense que le Sellars, j'ai plus malheureusement de grands souvenirs du texte, mais je pense qu'il prend beaucoup plus en compte tout ce qui est phénoménologie. Et parce qu'il défend quelque chose qui est compatible. Et puis, étant donné sa philosophie de manière générale, ça serait pas. Mais bon courage. Non, parce que le texte c'est vraiment. Weil is probably easier to read than Sellars. I don't think that Weil is easier to read than anybody else. But it's true that this approach of physics, like in Hermann Weyl, disappear after the block universe is accepted, and that's it. Which makes me think, I mean, I know this wasn't the topic today, but what's the motivation for hanging on to realism then in this context? I mean, other than, I mean, I guess it saves a lot of intuitions, but at least for you, why does it seem attractive to fight for? Bon, il y a des critères extra théoriques qui sont que j'aime bien les positions minoritaires et que l'éternalisme, à chaque fois qu'on doit l'expliquer à quelqu'un qui ne fait pas de philosophie, les gens nous regardent bizarrement et disent c'est vraiment une idée de philosophe et donc les gens veulent garder le présentisme quand on l'enseigne, etc. Et les solutions consistant à enlever le principe de neutralité, elles ont, je connais les littératures, ça cumule, donc je suis pas vraiment à jour là-dessus, mais quand on regarde les inventaires, que ce soit chez Thyssen ou chez d'autres, c'est pas forcément très très convaincant, il y a vraiment des soucis forts que ça. Donc il y a l'idée que les solutions non standards sont plus simples. Par exemple, là, je défends le relativisme, je dis juste on accepte que l'existence soit relativisée, les gens comprennent ce que ça veut dire, et on n'est pas en train de faire des grands modèles avec des cônes, etc. On va dire ah non, mais ce qu'il nous faut, c'est une retraduction lorentzienne complète de la théorie, des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Donc il y a un côté un peu simple pour une question qui est l'éternalisme, il dit que le passé et le présent existent. Et donc moi, ce qui me paraît important dans cette question, c'est dans la phrase, c'est le mot existence. Et le mot existence, il ne va pas être résolu par une construction mathématique. Donc il y a un peu l'idée de défendre le présentisme parce que c'est trouver une façon un peu plus, je vais dire plus philosophique, c'est pas plus philosophique, mais qui tient en compte le sens de l'existence, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Donc je pense qu'il y a un avantage au réalisme non standard sur le réalisme standard. Et pour la question du réalisme et l'antiréalisme, c'est parce que les arguments antiréalistes, ils sont très très robustes. Moi, l'argument de Putnam, pendant pratiquement toute ma carrière philosophique, je le prenais juste comme acquis, que ça avait prouvé, comme beaucoup de gens, que les objets passés, présents, futurs existaient. Et je me souviens, quand j'étais même pas encore étudiant, mais même en doctorant, de discussions avec des amis en philo qui étaient phénoménologues ou autres, en train de leur dire vous dites n'importe quoi parce qu'il y a l'argument de Putnam qui montre bien que ça ne peut pas tenir, etc. Et donc ils ont déjà, c'est pas l'orthodoxie, mais c'est quand même la vue, on va dire. J'ai pas regardé le field paper sur mais qui est plus ou moins majoritaire, mais qui pose problème quand on doit enseigner, qui pose problème quand on discute avec des gens qui n'ont pas forcément un gros background philosophique, etc. Et je trouve que les avantages théoriques du relativisme sont quand même assez forts. Mais c'est parce que j'ai pas les mêmes intuitions forcément en météorologie que j'avais. Je suis moins queenien que je ne l'étais il y a quelques années. Ce qui n'étonne pas grand monde. Donc il y a aussi l'idée de prendre cette dispute et de pouvoir l'enseigner aussi. Et de pouvoir défendre le point de vue minoritaire dans une discussion. Je cherche dans le field papers.
Phil Papers, ouais, parce que je dis toujours à mes étudiants, dites jamais la majorité des philosophes, etc. Regardez Phil Papers. Et je crois qu'il y a vraiment cette question. Je peux regarder. Est-ce que c'est des données? Quelle y a d'autres questions? Je pense pas fouiller dans Phil Papers. Je pense pas. A théorie, 27%, 38% B théorie. Mais quand même 36,2 autres. Autre. That's for Phil Papers, that's high. That's a big other column. Bloc. Ah voilà, temporologie présentée. Ah, there it is. Voilà, je l'ai. Hop, c'est ici. 40%. 18% ouais, de présentisme, éternalisme quand même 40%, c'est quand même énorme. c'est énorme. Growing block 17, c'est quand même énorme parce que je trouve que cette position est Débile. C'est pire que l'éternalisme en fait. ouais. Donc quand même c'est la plupart des philosophes que nous rencontrons sont Plurality anyway. Yeah. Yeah, ok. Après j'arrive pas trop encore à bien lire la donnée parce que je regarde comme ça, mais il faut regarder aussi parmi les spécialistes. Parce que j'ai pas analysé toutes les données, ça doit être les. Ça me foutu. Je sais même pas ce que ça veut dire. AB, F50, et corps. Mais là, c'est on a des pourcentages différents, mais qui sont très clairement, de toute façon, largement l'éternalisme est toujours. De même que des gens qui disent que les contradictions sont impossibles, c'est toujours assez majoritaire. Quoi. C'est pratique quand même ce truc. Ouais, c'est vrai. Faudrait pas montrer ça à nos philosophes continentaux. Ils ne croiraient pas qu'un d'autres philosophes pensent ce genre de choses. Parce qu'il y a des continentaux aussi qui répondent à ça. Oui, mais j'ai regardé, c'est ridiculeusement bas le taux de continental. Oui, en France et Non, mais ceux qui se réclament de continental. Attends, je vais te dire ça. Et je. Tac. Non, des gens qui se disent continentales. 113 répondants contre 1430 qui est des analytiques. Donc bon, et d'autres traditions, voilà. Il y a un biais léger. Quoi. Il y a aussi un biais de genre très fort. Je pense qu'ils n'utilisent pas Phil Papers. Quoi Oui, je pense aussi. Et c'est faux parce que leurs papiers sont référencés sur le débat. Ouais, mais Ils sont référencés automatiquement, mais. Il n'y a pas Mais de quand c'est même, pas- quand ils font le sondage, ils essayent de toucher le plus possible. Ils envoient des courriels partout, c'est juste que les gens ne répondent pas. Et donc il fallait avoir 3 réponses pour être par exemple, aristotélicien, il y en a 3 qui ont mis ça, donc ils sont dans le tableau. Moi j'avais répondu routlénien, il fallait 2 personnes pour être dans le tableau. Bref. Oui, du coup. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? J'ai une question, mais c'est très si d'autres personnes. Non. Donc, le fondamentalisme, ça m'intéresse bien. Est-ce que tu as une idée de l'histoire de cette position ou c'est appliqué à d'autres sujets que le temps? Torengo et Yakinto l'utilisent pour parler des modalités, mais je vois pas très bien les avantages que tu as pour discuter du non possible, impossible d'être fragmentaliste. Donc, ils avaient publié des papiers là-dessus, puis en fait leur livre c'est qu'ils reprennent leur position sur le modal fragmentalisme, puis ensuite ils l'étendent au problème temporel. Et le livre en fait est pas. J'ai pas trouvé ça très agréable, très lumineux sur les raisons de pourquoi être fragmentaliste. Et Est-ce qu'on a ce livre-là à la bibliothèque ou on devrait le commander? je sais pas du tout, moi je l'ai juste On téléchargé. va le commander. Et c'est qui? Je n'ai pas bien compris. C'est Yakinto, c'est ce petit livre-là, Yakinto et Torengo. Qui est de 2022 il me semble. Donc il est vraiment récent. Et autrement, Routley défend qu'il y a plusieurs mondes actuels, mais je pense que ça ressemble un peu au fragmentalisme, mais que c'est pas ça. Et lui il le défend parce qu'il veut défendre l'anarchisme.
Donc le but est un peu différent au final. Mais aussi, il a des vues en philo des sciences que moi, je n'arrive pas à bien comprendre à la fin de sa vie, parce que c'est plus dur à lire à la fin de sa vie. Et donc lui, il y a aussi des objectifs en termes de discussion entre experts, discussion philosophique, comment faire de la métaphysique, etc. Donc l'idée qu'il y a plus de discussions si en fait on n'est pas dans le faux ou le vrai et qu'on accepte qu'il y a plusieurs mondes actuels. Et autrement, dans la littérature, je sais que dans l'article de Kitfai, il étend à tout le problème des énoncés égotiques. Il y a des faits égotiques. Quand je dis je suis assis, le je, ça va. On voit ce référentiel qui est moi-même, etc. Mais pareil, là, j'ai du mal à voir l'enjeu, si ce n'est peut-être une théorie du faisceau de l'esprit un peu bizarre, je sais pas. Mais autrement, non, parce que c'est très récent. Donc, ils ont fait plusieurs articles, mais le livre c'est 2022, donc c'est... Et le problème, c'est que les gens qui lisent cet article de Kitfai et ce livre-là, c'est des gens qui vont simplement travailler en philosophie du temps. Donc, ils vont pas forcément, c'est pas forcément des gens qui ont d'autres projets. Enfin, si on ne s'intéresse pas à la philo du temps, que vous énoncez Tancé ou Jean-Jacques Taggart, il n'y a aucune raison de lire l'article de Kitfai. Donc c'est un problème. Et tu ne vois pas des similarités non plus avec des auteurs plus historiques C'est Lars. Oui, mais je veux dire encore... Plus vieux, si... En fait, j'ai déjà présenté un truc pour lier la position pluraliste avec Spezip. Mais c'était... Spezip, le neveu de Platon. Disant que lui défendait qu'il y avait plusieurs mondes actuels. Donc c'était pas vraiment le fundamentalisme en tant que tel. J'ai une fois défendu ça, mais bon, c'était du jeu, quoi. Mais c'était marrant. Enfin. Mais autrement, historiquement, non, je vois pas trop... Il faudrait demander à Jacob Schmutz, il y a des gens, des jésuites super bizarres en Espagne et au Portugal à l'origine du XVIIe siècle. Mais non, mais ils ont plein de discussions sur les truthmakers déjà, ils ont plein de... Voilà. Mais ils ont aussi des questions sur l'intellect divin, comment ça fonctionne. Il y a des gens comme... il y a des gens dans la fin du Moyen-Âge qui ont des positions vraiment bizarres, quoi. Et donc c'est possible qu'il y ait un jésuite, en discutant de problèmes théologiques, soit amené à dire qu'en fait il y a plusieurs mondes actuels, où le truc est complètement fragmenté pour sauver Dieu de telle ou telle théodicée, ou tel ou tel. Et dans ce livre-là, est-ce que c'est développé techniquement aussi? Un peu, oui. Mais... Parce que ça me semble, chaque ensemble qui n'est pas cohérent, on peut diviser dans des parties maximalement... donc il y a quelque chose de trivial là-dedans. Un peu. Et donc il me semble que ça devient intéressant si ce n'est plus trivial. Si on a une autre idée de fragmentation que juste... Ah oui, on cherche ce qui est... Si je mets Truthmaker Semantics, il n'y a rien. Alors que c'est un peu le framework qui pourrait être utilisé pour ça, quoi. Oui. Du moins si on suit Fine. Time travel? Oui, ils ont Le subtitle? Oui. Ouais, c'est pas très très formel du tout. Mais il y avait quelques petits développements. Mais tous leurs petits développements sont expliqués dans l'introduction. Je ne me souviens plus des détails, mais ils expliquent un peu comment ils vont symboliser ça, quoi. Mais c'est plus de la symbolisation des idées qu'ils fassent qu'une formalisation d'une théologie. On utilise des outils hyper avancés de la X-Field aujourd'hui. Scrolling, chercher des formules, après le sondage de papers. Il manque plus qu'utiliser ChatGPT pour résoudre un problème. Attendez, là, il est un peu long, si tu veux, on prend un peu de temps, et puis Liam me résume le livre. Il s'agit d'un long document. C'est bon. Il y a c'est pas de l'ontologie du tout, mais il y a cette stratégie qui s'appelle chunk and permeate. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est une façon de traiter des ensembles de données incohérentes qui est Brown, Bryce Brown, c'est certain, peut-être aussi Christ. L'idée que si on a des théories scientifiques qui sont en contradiction, on va les diviser en petits chunks qui sont bien cohérents, maximalement cohérents, c'est très important. Là, on applique la logique classique et
on va faire permeer entre les chunks certaines informations, si c'est possible, mais c'est super. C'est pas du tout une position ontologique, évidemment. C'est très. Pour expliquer, on peut utiliser ça pour expliquer ce que Leibniz ou Newton faisaient avec leurs calculs, leur théorie de l'analyse qui était incohérente, mais avec laquelle on pouvait quand même travailler. Donc ce genre de choses, c'est pas anormal du tout pour des buts assez épistémologiques comme ça, mais ça me surprend un peu que ça existe au niveau ontologique, parce qu'il y a un truc de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça paraît être c'est ad hoc, parce qu'on a un problème et au lieu de résoudre le problème, comme ça, on va diviser la situation et se contenter avec ça. Oui, mais le truc, c'est que maintenant, avec toutes les discussions sur le pluralisme logique, etc., les gens se disent bah, on a le droit parce qu'on peut défendre le pluralisme logique, blablabla. Donc ils vont même pas forcément expliquer, ils vont dire c'est possible d'avoir plusieurs logiques différentes, une pour les chunks et une pour discuter entre les différentes pièces, et sans grande discussion, alors qu'auparavant on avait l'idée était simple, il n'y avait qu'une seule logique, donc là l'intuition de dire ah c'est complètement ad hoc, etc., était beaucoup plus forte et beaucoup plus affrontée, quoi. Mais bon, le pluralisme, j'ai un peu le même problème avec ça. On peut juste, en général, il n'y a pas de bons arguments pour le pluralisme, mais on peut avoir des idées spécifiques si on peut justifier les fragments, disons. Là, je suis d'accord, mais si on va dire en logique, ah oui, on va appliquer la logique où c'est cohérent, quelque chose comme ça devient presque trivial. Oui, ça devient trivial parce que quel que soit le chunk, la pièce qu'on a qui se comporte de manière bizarre, on dit on va trouver une logique, on va trouver, ça va aller. Et là, on n'explique rien du tout. Mais donc, si on a une idée de, par exemple, en mathématiques, on utilise la logique classique pour telle ou telle raison, ailleurs, ça, pour telle ou telle raison. Mais ce qui est important là, c'est pas qu'il y a des fragments, mais pourquoi on a des fragments. Et donc c'est ce qui est au-dessous quelque part qui justifie la fragmentation. Mais de dire la fragmentation, ça serait une approche qui est à justifier indépendamment des raisons pourquoi on va fragmenter. Moi, ça me semble pas très utile comme stratégie. Oui, et puis surtout, ben là pour le coup, dans le cadre de la relativité restreinte, c'est la partie du texte Kittfein qui donne de bonnes raisons de dire ben, les autres positions ont plein de problèmes, ma position, une discussion philosophique classique, coût et bénéfice. Quoi. Mais dans les autres parties de tout l'article, je ne sais pas si tu te souviens de la lecture, c'est juste, si on peut faire ça, etc. C'est vraiment l'argument de la relativité restreinte, c'est l'argument qu'il va prendre pour justifier comme quoi la position peut être défendue dans un cadre, pour un problème donné. Quoi. Autrement, quand on lit le Résagique, on a l'impression que c'est un peu plutôt un jeu. De dire que c'est une position qui existe si on a le paradoxe de McTaggart et qui s'applique à plein de trucs, et voilà. Et la défense de pourquoi fragmenter, etc., quelles sont les vertus et tout, dans le livre de Tourengo, c'est très faible. Ça consiste à dire, ben voilà, Kittfein dit ça, on veut formaliser un peu, ça peut être utile pour peut-être 2 ou 3 points, mais c'est pas une grosse défense de... Donc c'est un peu dommage, je comprends. Parce que formellement, on sait qu'on peut fragmenter. Mais le relativisme, lui, plus soutenu. Moi, je trouve que c'est plus... L'exemple que tu donnais, différentes théories scientifiques, mettons qu'elles sont toutes vraies. Ça, c'est le perspectivisme de Massini. Mais ils sont peut-être pas toutes cohérentes, même si elles sont toutes vraies. Donc, tu dois devoir, si tu es réaliste, tu es obligé de défendre certaines notions de perspectivisme, de relativisme. Tu es coincé. Si tu es réaliste, si tu penses qu'il y a des théories effectives, des descriptions de la réalité vraies, incohérentes, la seule façon de l'expliquer en tant que réaliste, ça semble être le relativisme ou le fragmentalisme. Mais le fragmentalisme sans le critère relativiste qui dit pourquoi tu es relatif quand, c'est vrai que ça a l'air ad hoc. Peut-être raison. Oui, je suis d'accord.
C'est étonnant que le relativisme n'est pas plus populaire en métaphysique, quoi. Alors que le fragmentalisme n'est pas très populaire. Non, c'est pas très populaire. Non. Après, c'est parce que c'est aussi, il y a un biais assez fort, c'est que quand on dit qu'on est relativiste, les gens ont tendance à entendre relativiste au sens Foucault ou des trucs comme ça. Ah, ouais. Donc il y a une accusation assez rapidement quand tu défends une Que t'es un postmoderne. Et puis là, elle est défendue, mais elle a un coût aussi méthodologique qui est que bah, tu vas pas rester coignant, je veux dire, Van Inwagen, ça va pas être ton copain. Voilà. Je veux dire, les gens qui défendent ça ont des tendances vers Mélenchon très fortes. Schliff, même, il parle pas de tout ça, enfin, c'est pas son objet dans ses articles, il dit bah oui, mais dans ce cas-là, il faut peut-être changer de méthodologie complètement. Et donc ça va pas être c'est beaucoup plus révisionniste que les positions fragmentaristes. Ça se justifie peut-être mieux, les intuitions derrière, mais ensuite, ça nous met en minorité sur plein de petits sujets. Si on est déjà minoritaire sur l'interprétation de l'argument de Putnam, sur l'argument de la réalité restreinte, en plus en métaontologie, et puis bon, si on a une métaontologie mélangienne, on va aussi en logique risquer, on risque d'être un peu différent. Ça fait quand même beaucoup de... Oui, mais tu dois dire que c'est la meilleure façon d'être réaliste. Certes, c'est ce que des gens comme Bouclet vont dire, mais ça peut être aussi considéré comme un couple. Ouais. Ok, fair enough. Autres questions, commentaires? French or English? Online? No? Is it beer time or? Mmh. So, that's